Bonjour, on est vendredi 13 avril 2012 et donc c'est un vendredi 13, faites très attention quand vous traversez la rue. Non, je plaisante. Même l'autre jour, Adriana était en train de faire quelque chose, ça paraissait bizarre, je lui ai posé une question, elle m'a dit non, ne m'interromps surtout pas et je t'expliquerai. Alors après elle m'a expliqué, elle m'a dit il fallait pas m'interrompre, il fallait que je fasse ça jusqu'au bout, c'est une superstition, c'est très important. Ah, je dis, ah bon, une superstition, c'est beaucoup plus important que quelque chose de rationnel. Alors oui, une superstition, attention, il faut prendre ça au sérieux. En fait, c'était une coutume, c'était une coutume, et ben, il faut les faire, les coutumes. Alors, aujourd'hui, on parle de choses très, très sérieuses, effectivement. Vous avez vu ce qui se passe en Chine. Alors, si vous n'avez pas suivi ça, ben, je vous l'explique. Il y a un monsieur qui s'appelle Bo Xilai. Et il a été ministre du Commerce en Chine, au niveau de la République populaire, mais il est surtout un personnage très, très influent dans sa ville de Chongqing. Et il a la particularité d'être un néo-maoïste. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les opéras de l'époque de la Révolution culturelle, avec les drapeaux, tout ça, le kitsch, le réalisme soviétique, comme on appelait ça à une époque. L'art académique prolétarien. Et il n'y a pas que l'art qu'il aime, bon, il aime bien les chansons et tout ça. Enfin, c'est un néo-maoïste. C'est un néo-maoïste. Son père a fait partie des gens qui ont été des victimes de la révolution culturelle. Lui-même avait dénoncé son père à cette époque-là. Et quand on a pensé quand on a appris le limogeage de Boxilai, on a mentionné d'ailleurs cela à un moment donné. On a dit oui, il y a des gens qui ne lui ont jamais pardonné le fait de la manière dont il s'est conduit vis-à-vis de son propre père. Et voilà, alors bon, il a été limogé. Il a été limogé à la fin du mois de mars, et on attribuait ça à des querelles à l'intérieur du parti communiste entre les fils de princes, comme on les appelle, les gens dont les parents ont été très liés au régime marxiste-léniniste maoïste, et puis je dirais les gens plus ouverts vers le marché, les modernistes chinois. Et puis il y a une rumeur, il y a une rumeur qui a commencé à courir. Et c'est lié à la chose suivante, c'est que je crois que c'était au mois de février. Au mois de février, le chef de la police de Chongqing s'est rendu au consulat américain pour expliquer des choses. Et à partir de cela, il y a eu une série d'événements qui ont conduit justement au limogeage de Boxilan. Et on a cru qu'il s'agissait donc de questions de politique intérieure chinoise, de lutte de clans à l'intérieur de la succession qui va avoir lieu au mois d'août, quand on remplacera les dignitaires, on remplacera une génération de dignitaires par une autre. Ça se fait tous les 10 ans en Chine. Et puis il y a eu un article du Wall Street Journal, je sais pas, il y a une quinzaine de jours, qui a expliqué que la raison pour laquelle ce chef de la police s'était rendu euh, au consulat des États-Unis, plutôt que bon, de s'adresser aux autorités de son pays, c'est qu'il ne pouvait pas. Il pouvait pas. Le chef de sa province, c'était M. Chongqing, et M. Chongqing, indirectement, était la personne qui était impliquée. Donc il fallait en parler à quelqu'un d'autre. Les Américains ont recommandé à ce monsieur, à ce chef de police de Chongqing, de s'adresser à ces autorités locales, et ça a abouti à l'arrestation, il y a quelques jours, de Madame, la femme de Boxilai, qui s'appelle Gu Kailai, qui est une avocate, femme d'affaires, qui est connue. Elle a écrit un livre autobiographique sur la manière dont elle avait gagné un procès aux États-Unis au nom d'entreprises chinoises. Et ce que le Wall Street Journal racontait, c'était que, en fait, le chef de la police de Chongqing s'était rendu au consulat des États-Unis pour expliquer que Madame Gu Kailai était responsable d'un meurtre. Qu'un homme d'affaires, un homme d'affaires britannique, qui s'appelle Neil Haywood, a été assassiné sur les ordres de Madame Gu Kailai. C'est un monsieur qui était là dans les allées du pouvoir en Chine, non seulement à Chongqing, mais aussi à Pékin, où il facilitait les rapports entre les entreprises étrangères avec le gouvernement chinois. Et il s'est rendu à Chongqing
en février. Et on l'a retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Et son cadavre a été rapidement éliminé. Il a été aussitôt envoyé au four crématoire. Il y a eu un examen très rapide qui a déterminé qu'il était mort d'une intoxication à l'alcool. Et ça faisait un peu désordre, tout ça, bon, cette élimination rapide du cadavre, le fait qu'il était mort d'une intoxication, d'avoir trop bu d'alcool, alors que ses amis ont tous dit que c'était sinon quelqu'un qui s'abstenait entièrement de boire de l'alcool, du moins quelqu'un qui n'en buvait que des quantités extrêmement minimes, d'après ce qu'on avait pu voir. Et donc, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est donc la chose suivante, c'est donc ce chef de la police s'est rendu à l'ambassade, au consulat américain, pour expliquer que Madame Gu Kai-lai était responsable du meurtre de cette personne. Et alors l'histoire donc est très très intéressante. Bon, apparemment son mari a voulu couvrir ça et c'est une des raisons, c'est la raison principale apparemment pour laquelle de sa disgrâce. Il y a des gens sûrement qui n'aiment pas la manière dont il mène ses affaires, il y a sûrement des gens qui n'aiment pas son style néo-maoïste, etc. Mais la raison, c'est apparemment le fait qu'il a voulu couvrir un assassinat commis par son épouse. Alors c'est intéressant parce que ça montre qu'on cherche parfois midi à 14 heures, que l'explication la plus plausible n'est pas nécessairement la bonne. Alors il y a une autre affaire qui s'est un petit peu dénouée, qui est hier aussi, c'est l'affaire de M. Sergei Aleninkov. Elle s'est dénouée dans la mesure où la cour d'appel américaine, qui avait décidé de sa relaxe, de le faire sortir de prison après un an de présence là et une peine de 8 ans, pour vol de logiciel, que la Cour avait annoncé. Elle l'avait libéré il y a, je sais pas, c'était il y a un mois ou quelque chose comme ça, 6 semaines. Et on avait annoncé que les raisons pour lesquelles on le libérait seraient annoncées. Et elles ont été annoncées hier. Et on peut lire la déclaration de la Cour d'appel sur la raison de la relaxe de M. Sergei Aleninkov. Alors là aussi, il faut d'abord expliquer un peu de quoi il s'agit. J'ai consacré pas mal de billets au moment de son arrestation en 2010. Et à cette affaire-là, j'en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier livre, le dernier paru, qui est le capitalisme à l'agonie, publié l'année dernière, en 2011. J'ai parlé de cette affaire-là. Et la chose, c'était la suivante, c'est que c'est donc quelqu'un qui écrit du code pour la compagnie Goldman Sachs, du code lié à du high frequency trading, c'est-à-dire donc ce trading à très grande vitesse qui est fait par des automates, par des robots, et dont on ne peut pas voir, nous, êtres humains, parce que ça fait de l'ordre de 4000, parfois plus, opérations à la seconde. On ne peut pas regarder ça et puis comprendre ce qui se passe parce que ça va trop vite. Si on veut regarder, il faut le regarder après quand les machines sont éteintes. Et que donc, il était parti de Goldman Sachs pour aller travailler dans une autre entreprise et qu'il avait été arrêté dans des conditions assez rocambolesques, c'est-à-dire qu'on l'avait arrêté et on l'avait conduit devant un tribunal le 4 juillet 2010. Alors, c'était ça qui était très très bizarre, parce que le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine. Ça voulait dire que l'affaire paraissait suffisamment sérieuse pour qu'on ouvre un tribunal un jour de congé pour le juger. Et puis, bon, la déclaration du procureur avait aussi fait tilt, avait éveillé l'attention, parce que qu'est-ce qu'avait dit le procureur? Il avait dit qu'il s'agit d'un certain type de programme qui pourrait permettre de manipuler les marchés de manière déshonnête, malhonnête, il avait ajouté. Donc cet ajout qu'il avait fait en disant qu'on pouvait manipuler les marchés avec ce type de programme, ce type de code, mais qu'il ajoutait que dans ce cas-ci, il y avait un risque de le faire malhonnêtement, attire l'attention sur le fait qu'on savait au niveau des autorités que ce type de programmes peuvent être utilisés pour manipuler les marchés, et ça confirmait une rumeur qui est connue depuis la fin 2008, quand on a vu les marchés boursiers aux États-Unis remonter. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui se sont développées sur le fait qu'il y avait trop de régularité, beaucoup trop de régularité dans la manière dont le marché remontait. Il y a des traders connus qui ont fait écrit sur leur blog qu'ils avaient l'impression qu'en face d'eux se trouvaient des intervenants sur les marchés qui semblaient disposer de moyens illimités. Et parmi les intervenants qui ont des moyens illimités, il n'y en a bien sûr qu'un seul aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale. Ce qui renforçait les soupçons
que la Réserve fédérale intervient parfois pour soutenir les marchés, ce qui avait été indirectement confirmé par un directeur, un gouverneur de la banque fédérale, une banque fédérale régionale aux États-Unis, en disant qu'après tout, si la Réserve fédérale faisait ça, bon, il y aura peut-être quand même des justifications, etc. Ce qui avait paru en soi une justification du fait que, effectivement, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, fait parfois ce genre de choses. Et donc Alioune avait été arrêté dans ces conditions-là pour un vol de code. Bon, puis il avait été mis en prison, on l'avait condamné en vite fait à 8 ans de prison, ce qui est quand même pas mal quand on sait combien de gens, combien de responsables de la finance américaine sont en prison en ce moment pour les choses qu'ils ont faites. Quand même, le mettre lui, bah, c'est un des rares, quand même un des très très rares. En fait, bon, soyons honnêtes, c'est le seul, c'est le seul qui était jamais ennuyé récemment pour les choses qu'il avait fait dans la finance. Alors qu'on le boucle pour 8 ans, ça paraissait quand même tout à fait curieux. Alors qu'est-ce qu'on se disait? On se disait c'est un monsieur qui en sait beaucoup trop. Il sait beaucoup trop comment ça marche. Et on le met à l'abri des journalistes. Et puis tout à coup, là, c'était donc, je sais pas, il y a un mois, 6 semaines, il sort de prison parce qu'une cour d'appel décide de le libérer. Et alors on était curieux de voir, pour quelle raison on le libère. Et puis alors là, ce sont des arguments purement juridiques, en disant que oui, il est accusé d'un vol, mais est-ce que ce qu'il a volé, est-ce que c'est vraiment bien matériel, est-ce que ce n'est pas une abstraction, etc. Bon, c'est du coupage de cheveux en quatre fondé sur de la jurisprudence, etc. Il est accusé par le espionnage, ça s'appelle comment? Electronic Espionage Act. Alors, est-ce que c'est bien à proprement parler de l'espionnage ce qu'il avait fait? Non, parce qu'il n'y a pas de frontières qui ont été traversées, etc., etc. Et là, on a l'impression que ces gars-là, eux, planent complètement. C'est-à-dire, eux sont ces gens de la cour d'appel, ils sont entièrement dans leur système juridique. Ils ne sont pas au courant du tout, apparemment, du fait, de la raison pour laquelle on a vraiment coffré ce gars et qu'on l'avait mis à l'abri des regards de manière expéditive. Et donc, voilà. Alors, là, ça pose quand même une question. Ces deux histoires posent une question. C'est que l'explication, quand elle apparaît, l'explication des comportements, l'explication qu'on avait donnée spontanément pour la disgrâce de M. le limogeage de M. Boxilai, l'explication qu'on avait donnée rapidement, non pas pour l'affaire Sergei Lenikov, parce qu'on la connaît relativement bien, mais pour la raison pour laquelle il sort de prison brutalement. En fait, tout ça est beaucoup plus prosaïque. Voilà, c'est pas le problème, c'est que c'est pas l'explication la plus plausible qui est l'explication qui est la vraie. Et ça, c'est là-dessus que je voudrais quand même attirer l'attention. C'est que quand on connaît véritablement les faits, l'explication, en général, elle n'est pas aussi simple que celle qu'on aurait pu imaginer. Il y a un gars, il avait des ennemis dans la mafia corse, il avait des ennemis parmi les trucs, etc. Il est assassiné, et puis quand on trouve l'explication, c'était à propos d'un truc de clôture avec son voisin. C'est-à-dire que l'explication la moins plausible, parce qu'il avait 1 million d'ennemis qui avaient des raisons vraiment pressantes de se débarrasser de lui, et puis c'est un truc de voisinage avec la clôture, etc. C'est véritablement l'ange du bizarre chez Edgar Allan Poe, le grand poète, le grand écrivain américain. J'ai eu l'occasion récemment de parler du démon de la perversité, qui est un autre de ses contes. Et c'est un grand psychologue, hein, c'était vraiment un très grand psychologue. Et nous, on a la chance formidable quand on lit ça en français. En général, quand on lit les traductions, on n'a pas beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup du sens qui se perd. Mais nous, on a la chance de lire Edgar Allan Poe dans les traductions qui ont été faites par Monsieur Charles Baudelaire. Donc, on a beaucoup de chance. Et donc il a inventé, Edgar Allan Poe avait inventé aussi Dupin. Dupin, c'est le détective, c'est l'ancêtre, c'est le précurseur bien sûr de Sherlock Holmes, c'est l'investigateur rationnel. Là, une petite anecdote, c'est que moi j'ai lu ces contes de Edgar Poe, et vous le savez sans doute, il y a des contes d'horreur, des histoires d'horreur qui sont parmi les contes les plus connus d'Edgar Poe. On a fait des films magnifiques à partir de ces contes d'horreur. Il y avait un monsieur qui s'appelle George Corman, qui était le mentor de
Coppola, qui, qui faisait des films à partir des histoires de Edgar Allan Poe. Et moi l'anecdote, c'est la suivante, c'est que quand j'ai 10 ans, on m'opère de l'appendicite, et je passe la nuit là, dans l'hôpital de Jean Blou, c'est une petite ville à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles, et je suis dans cet hôpital déserté, et je ne peux pas dormir parce que j'ai mal. Et on m'a offert les contes d'Edgar Poe. Et là, dans la nuit, dans cet hôpital où je récupère d'une opération, je lis ces contes d'horreur, ces histoires d'horreur de Edgar Allan Poe. Et en plus donc d'avoir mal dans mon ventre, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. Alors voilà, non, pourquoi je vais raconter toute cette histoire, c'est parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, quand on connaît pas véritablement quand on sait pas véritablement ce qui s'est passé, on reconstruit une histoire rationnelle comme étant la chose la plus plausible. Et en général, on le sait, c'est de dire que si s'est passé ce truc très mystérieux, c'est sûrement parce qu'il y a des gens qui se sont réunis un jour et qui ont décidé de le faire de telle manière, parce que bon, quand on le sait, on peut se réunir, décider de faire telle chose, et puis on est déterminé, et on le fait. Et ça arrive, bien sûr qu'il y a des complots, bien sûr qu'il y a des conspirations, bien sûr qu'il y a des gens qui sont assassinés parce qu'on s'est réunis un jour quelque part en décidant de le faire. Mais c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours comme ça. Si ça se trouve, c'est vraiment Lee Harvey Oswald tout seul qui a assassiné John Kennedy. Si ça se trouve, c'est monsieur, c'est quoi, c'est son nom, c'est Ray, je crois. Si ça se trouve, c'est bien lui tout seul qui a eu l'idée d'assassiner Martin Luther King, etc. Si ça se trouve, si ça se trouve. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en attendant, quand on ne sait pas, il vaut mieux s'abstenir. Il vaut mieux s'abstenir d'une explication parce qu'elle risque d'être entièrement à côté de la plaque. Et les deux histoires que j'ai racontées aujourd'hui, celle de Sergei Aleynikov, en tout cas pour l'explication qui a été donnée par la Cour d'appel américaine, et pour la première histoire, celle de M. Boxilai en Chine, la bonne explication, c'est pas la bonne. En général, il y a des structures. Au-dessus des hommes, il y a des structures, il y a des institutions qui décident de la manière dont les choses se passent. Et vous savez, quand moi j'explique ce qui se passe autour de la crise en général, j'évite de penser à des sociétés secrètes ou à des machins comme ça. Je regarde d'abord où sont les structures qui décident de ce que font les gens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens malhonnêtes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fraude ici ou là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui se réunissent un jour dans une cave. Mais ça veut dire qu'en général, les explications sont structurelles. Et récemment, sur le blog, vous avez pu le voir, il y a Zébu, un contributeur important de papier sur notre blog, qui est venu avec une explication de type psychanalytique sur un certain nombre de choses qui sont passées. Il a utilisé ces notions, la topique freudienne, ce qu'on appelle la seconde topique freudienne, c'est-à-dire en termes de moi, de ça et de sur-moi, pour expliquer un peu notre histoire. Et ce qu'il a expliqué, c'était en fait, c'est l'idée de la disparition du surmoi dans le fonctionnement de nos sociétés. C'est quoi le surmoi chez Freud? C'est l'image intériorisée en fait des parents, c'est l'image de l'interdiction. C'est ce qui provoque la culpabilité intérieure, la culpabilité subliminale, celle dont on ne se rend pas compte. On ne fait pas, si vous voulez, le sens moral. C'est aussi le social intériorisé, si vous voulez, chez Durkheim, chez Émile Durkheim, le sociologue, un des inventeurs de la sociologie. C'est des choses de cet ordre-là. Si vous voulez aussi, c'est le sens de la philia, un terme que j'utilise assez souvent chez Aristote, notre contribution au bien général, notre sentiment de contribuer à la manière dont les choses, qui permettent aux choses de marcher à l'intérieur de nos sociétés. Et personnellement, je dirais, moi, je n'utiliserai pas ce type de catégorie. Je ne crois pas que ça marche. Ça ne correspond pas à ma représentation du fonctionnement du cerveau humain, ces catégories de ça, moi et sur moi. Donc, d'abord, je ne les utiliserai pas pour une personne, pour un individu. Encore que ça peut être une explication, je dirais, assez superficielle, simplifiée. Si on veut expliquer un comportement, je dirais, en 2 minutes, on peut utiliser ça. Pourquoi pas? Ce sont des images. Je ne crois pas non plus que ça marche au niveau des sociétés en particulier. Enfin, non, je veux dire encore plus spécialement, ça ne fonctionne pas au niveau des sociétés, mais c'est pas mauvais pour une explication. Et en tout cas, c'était pas une mauvaise idée de la part de Zébu d'utiliser ces catégories pour expliquer ce qui se passe. Parce que c'est vrai, il a utilisé le mot de perversion.
c'est vrai qu'il y a une sorte de perversion qui est en train de se développer au niveau de la manière dont nous gérons nos sociétés. Et vous le savez sans doute, le type pervers, le type psychologique pervers, c'est quelqu'un qui se considère qui est au-dessus, quelqu'un ou quelqu'une, d'être au-dessus des lois, être au-dessus des lois, que les lois ne sont pas nécessaires, en tout cas pas pour lui, elles sont peut-être nécessaires pour les autres, mais pas pour lui ou elle, et que c'est une personne qui est au-dessus de ça. Ça ne s'applique pas à moi. Et vous savez, dans la perversion, bien sûr, il y a certains types de comportements qui peuvent se développer. Par exemple, de considérer que le pervers va considérer que c'est très très dangereux de consommer de la drogue pour quelqu'un d'autre, mais pas pour lui ni pour elle. Il va en consommer, etc. Et ces comportements qui considèrent que les institutions n'existent pas, que les règles ne sont pas nécessaires, etc. Ce sont des comportements qui conduisent, bon, je vous apprends rien, qui conduisent à l'autodestruction. Et là, donc l'image n'est pas mauvaise, parce que c'est ça que nous sommes en train, avec la dérégulation ultralibérale, avec la privatisation ultralibérale, de dire on n'a pas besoin de règles, on n'a pas besoin d'État, etc., c'est effectivement en parallèle, c'est un parallèle à ce parcours autodestructeur du pervers, de croire que c'est pas nécessaire, que tout ça sert à rien, que c'est pas nécessaire, que chacun peut se débrouiller tout seul, que finalement les lois c'est pas nécessaire ni pour moi en fait, ni pour personne en réalité. Et qu'est-ce que ça fait? Bon, éliminer des lois, éliminer des institutions, ça nous fait retomber à un stade qui n'a jamais sans doute été le nôtre, mais qu'on peut imaginer, qu'on appelle l'état de nature, ce qu'on trouve chez Hobbes et chez Rousseau, c'est-à-dire une société justement sans lien social, une société sans lien social où chacun est le loup, où chaque homme est un loup pour les autres, l'homme est un loup pour l'homme, et une société en fait de nature à proprement parler, c'est-à-dire comme celle qu'on voit apparaître non pas au sein des espèces, mais dans la compétition entre les espèces qui sont en guerre les unes avec les autres. Et donc ça n'a jamais existé probablement chez nous. Si si nous avons évolué comme des grands singes, nous savons qu'ils ont des comportements sociaux, nous savons qu'ils se touchent la nuit pour s'endormir, qu'ils se tiennent les uns les autres. Il y a de très belles photos de ça, de voir des gorilles endormis, ils sont tous connectés de manière ou d'une autre parce qu'ils se tiennent par un bout. Nous sommes des animaux sociaux, nous n'avons jamais existé comme ça. Et le paradoxe, c'est que nous pourrions inventer une manière de vivre qui serait en deçà même de ce que nous étions comme une espèce naturelle. Et ça, bien sûr, ce serait complètement tragique. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça que ces gens irresponsables, comme les von Mises, les von Hayek, les Rothbard, tous les gens qui nous disent on n'a pas besoin de tout ça. Même Max Stirner, le le libertaire fou du 19e siècle, de nous dire on pourrait vivre comme ça, on pourrait vivre comme des... C'est de mettre l'homme qui est un loup pour l'homme, d'en faire l'idéal de notre vie en société. Et bien sûr, c'est destructeur, c'est très dangereux de le faire, il ne faut pas le faire, c'est très très dangereux, et c'est à ça qu'on est en train d'assister. Et malheureusement, j'ai l'impression que quand certaines civilisations disparaissent, elles passent par un passage de ce type-là. Elles se liquéfient. Là. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de morale, ma bonne dame. Et parfois c'est vrai, parfois c'est vrai, il y a plus de morale. C'est pas simplement un cliché de vieille dame dans la rue. Ça arrive, et à ce moment-là, une société se liquéfie et elle disparaît. Bon, alors une autre viendra un jour, ou bien si c'est la civilisation qui est la nôtre à l'échelle de la planète, et quand on regarde ce qui se passe en Chine maintenant, on pourrait le craindre effectivement, ça pourrait être la disparition du tout. Donc c'est très important d'en prendre conscience et de se battre contre contre cette pseudo-naturalisation de nos rapports, de faire entre nous, de créer entre nous un rapport qui est un rapport de loup à autre loup, comme nous l'imaginons, parce que les loups ne se comportent certainement pas comme ça, ce sont aussi des animaux sociaux qui chassent en bande, ils sont bien organisés de ce point de vue-là. Tout ça, ce sont des représentations de ce qu'on pourrait être. Mais il y a des guerres entre espèces, effectivement, qui sont de ce type-là. Et ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est en faire un idéal pour nous. Voilà, j'arrête là-dessus. Passez une bonne journée de vendredi et à la semaine prochaine.